Bonjour et bienvenue à tous dans Story Classique, un monde de légendes où le cinéma d'hier se conjugue au présent. Aujourd'hui, on vagabonde sur les grands boulevards à Paris, au lieu de la cinéphilie avec le redoutable Michel Hazanavicius. Et en fait, moi, j'habitais tout près d'ici, c'est mon quartier ici. Et on plonge dans la science-fiction avec un Yann Kounen en Terminator. Who sent you? You did. Get down. Qu'est-ce que je suis heureux de vous voir, Michel Hazanavicius. Moi aussi, Stéphane Charby. Parce que je suis heureux parce qu'on va parler de vous, de cinéma et de Jean-Luc Godard. Ouais, c'est bien. C'est pas mal. Il était respecté dans le monde entier. La nouvelle vague, c'était lui, Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard et vous, parce que c'est l'objet de ce nouveau film, Le Redoutable. Que vaut le cinéma du pape de la nouvelle vague au moment des événements 68? Ça, c'est le propos de votre film. J'avais cette chance d'admirer l'homme que j'aimais. Et il était sur le point de se révolutionner lui-même. Vous avez pas peur que ça dégénère? Non, au contraire, je trouve qu'il y a vraiment une bonne ambiance là. Fasciste de merde, Pardon, monsieur Godard, allez-y. Vous n'avez pas reconnu sans vos lunettes. Merci. On dit pas merci à un flic. Tu lui dis crève sa rogne, enculé, je te prendrai par la peau des couilles avec les tripes du dernier curé. C'était ça qu'il fallait lui dire, rien d'autre. Quand on pense à Jean-Luc Godard, on se dit, bon, le quartier latin, les Champs-Élysées pour à bout de souffle. Et puis on se dit, c'est pas l'endroit le plus godardien ici pour parler de cinéma. Et pourtant, c'est un temple aussi de la cinéphilie. Ouais, les grands boulevards, c'est vraiment... pour moi, c'est le cinéma populaire, c'est le cinéma en première exclusivité. C'est Belmondo, Pierre Richard, c'est les spaghettis, c'est les James Bond. Et en fait, moi, j'habitais tout près d'ici, c'est mon quartier ici. On venait, avec mon frère, nos copains, on venait souvent. Mais il y avait des cinémas partout ici avant. Avec des genres différents, parce que le porno était à côté du film de genre, on pouvait voir des films de Bruce Lee. Dans mon souvenir, il y avait une salle tous les 30 mètres. Donc c'est beaucoup de plaisir de cinéma ici. En fait, c'est le cinoche. Ouais. C'est le cinoche. Ouais, ici c'est le cinoche. Populaire. Ouais, populaire dans le sens cinéma un peu facile, accessible, agréable, qui est plus du côté du plaisir immédiat que de la culture. Voilà. Mais dans le même temps, j'ai découvert Le Troisième Homme, Les Sept Samouraïs, Citizen Kane, ou les Marx Brothers, ou les Bogart et tout ça. Et j'adorais aussi. Donc en fait, il y en a plein de... Je sais pas, il n'y a aucune hiérarchie, c'est hyper bordélique. Il y a quelque chose que vous apportez au cinéma, et on le voit une nouvelle fois avec Le Redoutable, c'est un humour qui n'a jamais été pratiqué avant chez nous. Alors je me demandais si vous étiez plus proche de la sophistication d'un Billy Wilder ou de la folie d'un Mel Brooks. Ah, bon, alors là, déjà, c'est 2 mètres absolus. Donc, moi, j'ai une fascination pour Billy Wilder parce que je trouve qu'il y a une profondeur chez Billy Wilder et un humour, c'est hyper drôle. Et en même temps, il y a de la profondeur dans le sens où on suit les personnages, les histoires sont vraies, il y a un truc, ça nous raconte quelque chose sur les hommes. Mel Brooks, c'est plus genre crise de rire, quoi. Frankenstein Jr., grosse crise de rire, des scènes ultra drôles. Il y a moins ça, je dirais, chez Billy Wilder, mais j'aime les deux. J'ai pas envie de choisir. En même temps, vous choisissez Michel Hazanavicius. Ah oui. Il me semble que vous faites partie d'un club hyper fermé à Los Angeles où vous dînez, vous déjeunez avec Mel Brooks. Ouais, c'est vrai. Oui, ça. Vous nous en dites un peu plus? C'est quoi ce club fermé avec Mel Brooks? C'est pas un club fermé. En fait, Mel Brooks déjeune tous les vendredis avec ses potes. Donc il y a une moyenne d'âge quand même qui est plutôt aux alentours de 85 ans. Et ils sont hyper cool. Et ils m'ont invité une fois à déjeuner, j'y étais, ils m'ont réinvité. Et en fait, à chaque fois que j'y vais, je vais effectivement déjeuner avec eux. Je suis hyper content, je les adore. J'adore Mel Brooks, j'adore cet homme, quoi. J'adore passer du temps avec lui, je suis dingue.
Les Goonies, Gremlins, L'aventure intérieure. 3 films cultes des années 80 et un même nom apparaît au générique, Amblin Entertainment. À l'occasion de la sortie en coffret DVD de ces 3 grands classiques, voici 3 choses à savoir sur la maison de production de Steven Spielberg qui changea la face d'Hollywood. Nous sommes en 1981 et Spielberg, auréolé des succès de Rencontre du troisième type et Indiana Jones, a soif d'indépendance et décide donc de créer sa propre compagnie Amblin. D'après le titre de l'un de ses premiers courts-métrages, il s'associe avec Kathleen Kennedy, son ancienne secrétaire, devenue à ses côtés productrice, et Frank Marshall, futur mari de cette dernière. Ces 3 noms sont apparus au début de certains des plus grands films des années 80 et 90, comme Gremlins, Les Goonies, Retour vers le futur, L'aventure intérieure, Fievel et le Nouveau Monde, ou encore Jurassic Park. Toutes des productions Amblin comme E.T., dont la scène d'Elliot s'envolant sur son vélo est devenue le célèbre logo de la compagnie. Derrière la caméra des productions Amblin, on retrouve bon nombre de proches de Spielberg, mieux, des artisans devenus artistes aux côtés de leur mentor. Joe Dante lui doit son plus grand succès, Gremlins. Il en va de même pour Robert Zemeckis, papa de Qui veut la peau de Roger Rabbit et de la trilogie Retour vers le futur, ou encore Don Bluth avec Fievel, mais aussi Le Petit Dinosaure, film fétiche des kids de l'époque, produit par Amblin. Kathleen Kennedy, elle est aujourd'hui l'une des femmes les plus puissantes d'Hollywood à la tête de la franchise Star Wars. Bref, les bébés Spielberg sortent surdoués de l'école Amblin. Truffle shuffle. Come on, do it! Plus qu'un logo et bien plus qu'un nom, Amblin est aujourd'hui devenu un symbole et une école de pensée. Aujourd'hui, le terme amblinesque est fréquemment utilisé pour décrire le ton des récents films et séries aux accents vintage influencés par les films produits par la compagnie. Citons en vrac Midnight Special, Super 8 ou encore Stranger Things, dans lesquels des enfants des années 80 vivent de folles aventures. Si cela vous rappelle les Goonies, c'est normal, l'influence est revendiquée par ses créateurs. Amblin est en 2017 plus que jamais une leçon de cinéma que nombre de réalisateurs continuent d'apprendre par cœur. Un héritage qui perdure et perdurera encore très longtemps. Le redoutable, Michel, c'est la remise en question d'un artiste qui est en pleine crise existentielle, qui est en pleine crise artistique. Est-ce que ça a pu être aussi à un moment, quelque part, votre parcours après The Artist, le succès mondial de The Artist, vous avez tout gagné avec The Artist, vous êtes posé la question de vous remettre en question. Est-ce que ça a été un moment que vous avez redouté? Après The Artist, moi, j'ai pas du tout un truc révolutionnaire. Je fais le film, un film que j'avais envie de faire depuis longtemps. Je voulais Search. Je voulais faire un film sur la Tchétchénie depuis longtemps, mais c'est impossible de faire un film sur la Tchétchénie. Enfin, je veux dire, personne ne vous donnera de l'argent pour faire un film sur la Tchétchénie, surtout si vous voulez le faire du point de vue des Tchétchènes, c'est-à-dire avec des... Vous n'avez pas un héros occidental qui prend toute la place du film. Et il se trouve que quand vous avez un succès aussi insolent que celui de The Artist, avec un film aussi improbable, et bien derrière, il y a un moment de confusion pour tout le monde. On ne sait pas ce qui marche pas, quoi. Donc j'ai pu faire ce film-là. Donc je me suis, voilà, c'était le moment ou jamais de le faire. En tant qu'homme, je suis hyper fier d'avoir fait ce film, je suis hyper content. Mais par contre, s'il y a remise en question, moi, c'est après The Search, justement. C'est-à-dire, effectivement, et c'est des choses que j'ai mis dans Le Redoutable, c'est quand on se prend un immense râteau, parce que c'est ce qui était mon cas, il faut bien se relever, quoi. Et donc, et quand les gens ne vont pas voir le film, quand les critiques n'aiment pas le film, bah forcément, vous vous remettez en question, vous réfléchissez, voilà. Et moi, au milieu de cette réflexion, je tombe sur l'histoire d'un réalisateur qui vient de se prendre un râteau et qui se pose des questions. Donc forcément, il y a 2 fils qui sont touchés, ouais, c'est sûr. Comment
ça se terminerait une rencontre comme la nôtre dans un film de Jean-Luc Godard? Ah, je sais pas, un flic qui vous arrête et une jolie fille qui vient me chercher, par exemple. Non, mais en fait, ce qui est cool dans le cinéma de Godard et surtout des années 60, c'est que c'est hyper imprévisible. Voilà, il y a un truc très libre, très joyeux, quoi. Il y a toujours un truc assez pop dans la manière de faire. Est-ce qu'on pourrait passer au noir et blanc et rentrer au Max Linder, par exemple? Ça pourrait être ça. Ça pourrait être effectivement aller voir un film et s'engueuler en regardant un film. Ça pourrait être aller voir Jeanne d'Arc de Dreyer, par exemple. C'est pas mal. Ou dans un recoin de ce monde, Sunao Katabushi. Vous êtes redoutable, Michel Hazanavicius. Redoutable. Yann Kounen est le réalisateur du frénétique Doberman, du récréatif 99 francs ou encore du psychédélique Blueberry. Mais c'est aussi un passionné et tout particulièrement de ce film. You just can't go around killing people. Why? I'm a Terminator. Terminator 2, l'une des pièces maîtresses de l'œuvre de James Cameron, ressort en salle et en DVD dans une version restaurée en 3D. Bonjour Yann Kounen. Nous nous sommes rendus à la Cité du Cinéma où Yann Kounen travaille sur une série pour parler aux metteurs en scène autant qu'aux fans. Qu'est-ce qui vous plaît dans son cinéma? Ce qui me plaît, c'est quelque part, il y a cette énergie que je retrouvais dans la BD européenne de Métal Hurlant, tu vois. C'est-à-dire voilà, de la science-fiction, un côté un petit peu hardcore, et puis, quelque part, voilà, elle commence à jouer avec le paradoxe temporel. Puis, visuellement, c'était quelqu'un qui, dès Terminator, a posé quand même une esthétique très forte, et un savoir, voilà, et quelque chose de différent. Combien de fois vous l'avez vu? J'ai dû le voir, je pense, une dizaine de fois. Ah oui, vous êtes fan absolu alors. Non, pas du tout. Pourquoi vous l'avez vu autant de fois? Quand on est cinéaste et qu'en plus, je sais qu'il est de quelle année Terminator 2? 91 et le premier Voilà, 1984. En 91, j'avais pas encore fini de faire des courts-métrages, je commençais à peine. J'ai, je crois, mis même un gag qui, quelque part, est un petit peu une référence à T2 avec les changements de voix dans un court-métrage que j'avais fait qui s'appelait Vibro Boy. Terminator 2, je l'ai vu pour l'étudier, en fait, voilà, pour apprendre, pour comprendre, pour regarder. Parce que là, il y a toute la grammaire, c'est comme un dictionnaire. C'est-à-dire, voilà, ça marche. De l'épaule, un peu heurté, mais comme ça, à tel type de focale. Est-ce que Terminator 2 existe pour ses prouesses technologiques ou parce qu'il a su inventer un personnage incarné par Schwarzenegger qui reste? Je dirais c'est plus que ça. Oui, il y a le Terminator, bien sûr. Cette espèce de machine du futur. Et c'est quelque part très actuel. Hein. Regarde le débat qu'il y a aujourd'hui, c'est attention, tout le monde s'excite parce que l'armée veut fabriquer des robots quand même, des tueurs. Mais ce T2 représente un archétype qui, je pense, est totalement actuel par rapport à notre société. Est-ce que vous diriez qu'avec ce film, Terminator 2, et ses innovations technologiques, James Cameron écrit une page de l'histoire du cinéma de SF? Ah, certainement dans la SF, mais je crois que tous ces films, la plupart de ces films, ils ont été toujours quand même des marques dans l'histoire du cinéma de science-fiction. Et Avatar, ça en est une énorme marque. Et qui dépasse d'ailleurs le cinéma de science-fiction. En fait, souvent, le cinéma de SF, ou alors il était cantonné à un truc plus enfantin, ou plus large public, parce que c'est un cinéma qui est cher à fabriquer. Et là, d'un coup, il s'adresse justement à un public quand même plus restreint à la base, aux fans de SF, un peu plus hardcore. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le cinéma, on voit beaucoup de films qui quelque part, ont pu se faire aussi parce que Terminator 2 a existé. Hasta la vista, baby. Profitez-en, Story Classique se met en pause et change de bobine. La semaine prochaine, on évoque John Cassavetes avec Gilles Bourdos. Michael Haneke nous donne une leçon de cinéma. Étrange. Et on visite la cinéphilie de Michel Legrand.